Pourquoi on a décidé de vous parler de ce sujet des ateliers en milieu carcéral? C'est parce que c'est un public qu'on connaît bien, le public des personnes placées sous main de justice, PPSMJ pour les intimes. Et pour information, donc en 2024, au Labo d'Histoire, sur l'ensemble de nos antennes, donc les 10 antennes qui ont mené des ateliers avec ces publics-là, nous avons mené près de 320 ateliers, enfin plus de 320 ateliers, pardon, qui peuvent être de thématiques extrêmement variées. J'en cite quelques-uns pêle-mêle, mais ce n'est qu'un extrait. Il y a des ateliers slam à Salon de Provence, des ateliers BD à Paris, des ateliers de musée hors les murs dans le Grand Est, dans 2 établissements différents, la création d'un jeu de société à La Réunion et même des ateliers écriture et broderie dans les Hauts-de-France. Donc voilà des petits exemples comme ça pour vous donner l'immense variété de ce qu'il est possible de faire en termes d'écriture créative en milieu carcéral. Nous avons travaillé avec près de 40 établissements différents et au cumulé, nous avons réuni dans ces 320 ateliers plus de 1700 participations, ce qui fait une moyenne d'à peu près 5 participants par atelier, ce qui est plutôt tout à fait honorable pour ce contexte d'intervention-là, mais on y reviendra probablement un peu plus tard avec notre invité. Et en ce qui concerne le Labo d'Histoire plus particulièrement, je précise qu'on intervient aussi bien en milieu ouvert qu'au milieu fermé, auprès des structures de la protection judiciaire de la jeunesse, donc la PJJ, qui s'occupe des mineurs, ainsi qu'au sein des centres pénitentiaires qui accueillent notamment des majeurs. Et on va se concentrer aujourd'hui sur les ateliers en milieu fermé, c'est-à-dire les structures où vivent les personnes à temps plein. Voilà pour la petite introduction et les chiffres. Mais maintenant, le plus important pour moi, c'est de laisser notre invitée experte du jour, donc Georgine, se présenter. Georgine, donc tu travailles au sein de la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris. Bonjour. Je te laisse donc te présenter, nous en dire plus sur le service au sein duquel tu travailles et tes fonctions de référente interrégionale de la culture. Bonjour Éléonore, bonjour à toutes et tous. Merci déjà pour cette invitation. Je suis ravie d'être la première invitée de ce nouveau rendez-vous. Donc en effet, je travaille donc à la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, DISP. Voilà, pour le dire plus rapidement. Je le dirai peut-être plusieurs fois au cours de notre échange. Donc c'est un service déconcentré du ministère de la Culture, de la Justice, pardon. C'est l'échelon régional en fait de l'administration pénitentiaire et donc la autorité sur l'ensemble des 17 établissements pénitentiaires franciliens et des 8 services pénitentiaires d'insertion et de probation qui sont des services départementaux. Voilà, et donc moi je travaille en fait au sein d'un département qui a en charge toutes les questions liées à la politique d'insertion, de probation et de prévention de la récidive. C'est-à-dire qu'il s'occupe de tous les volets sur la prise en charge des personnes placées sous main de justice, milieu ouvert et milieu fermé, qu'il s'agisse d'insertion professionnelle, d'accès au droit, à la santé, à l'éducation. Et pour ma part, donc, je suis chargée de piloter la politique culturelle régionale et donc d'accompagner au niveau local les SPIP, les services pénitentiaires d'insertion et de probation, qui sont les services compétents sur la politique culturelle au niveau local, mais évidemment aussi les établissements, puisque rien ne se fait sans ces deux services-là. Et donc, je suis chargée de les accompagner dans la mise en place des actions culturelles au bénéfice des personnes placées sous main de justice, en lien évidemment avec les coordinateurs culturels, qui sont les référents locaux principaux sur place au sein des sites, mais également des partenaires institutionnels et des partenaires culturels dans tous les champs artistiques et culturels. Super, ben merci pour ces explications et ces définitions importantes. Vous le verrez, il y a pas mal de jargon dans le milieu pénitentiaire, mais on essaiera d'être très clair sur ces sujets-là dans la suite. Donc pour le programme du jour, notre échange va se passer en 3 temps, même plutôt 4. Nous parlerons d'abord des enjeux à proposer des actions culturelles en milieu carcéral. Et plus particulièrement, évidemment, vous en doutez, des ateliers d'écriture créative en milieu carcéral. Suite à ça, on se concentrera sur les particularités propres à ce contexte d'intervention, avant de s'intéresser aux effets recherchés et observés de ce type d'action dans ce contexte-là. Et une fois qu'on aura parlé de ces 3 grands sujets très importants, on vous laissera la parole. Donc, je vous invite
au fur et à mesure à indiquer vos questions qui vous viennent dans le chat et mon collègue Stéphane me les remontera en fin de session pour qu'on puisse y répondre, en tout cas répondre à un maximum d'entre elles. Car peut-être qu'il y en aura un certain nombre. Mais voilà, je vous laisse poser vos questions sur le chat et on y reviendra un peu plus tard. Alors, et je vous invite à couper vos micros si vous n'êtes pas intervenant sur cette visio. Merci d'avance. Donc, pour commencer sur les enjeux à proposer des actions culturelles dans ce milieu, donc le milieu carcéral, le milieu fermé plus particulièrement. Georgine, est-ce que tu peux nous présenter dans quel cadre, à la fois social, éducatif, politique, s'inscrivent les activités culturelles qui sont proposées aux personnes placées sous main de justice? Oui, tout à fait. Alors d'abord, peut-être rappeler le cadre institutionnel, disons, c'est-à-dire que la question de l'accès à la culture en milieu pénitentiaire, elle est garantie par un certain nombre de textes et notamment un protocole d'accord entre les deux ministères de la culture et de la justice. Et ces politiques-là, elles ne sont pas nouvelles, elles ont peut-être 40 ans. Le premier protocole, il date de 1986. Et puis, il y en a eu voilà, 3 autres depuis, le plus récent étant de 2022. Et il pose en fait les grandes ambitions et les grands enjeux à chaque fois de l'action culturelle en milieu pénitentiaire. À la fois pour les personnes donc détenues, donc en milieu fermé, en milieu ouvert, la question des majeurs, des mineurs. Ça croise aussi toute la question de voilà, travailler autour de la notion d'exclusion et permettre du coup une participation de tous, et donc même des personnes incarcérées, et donc pour un temps en marge de la société civile, d'un accès à tous à la vie culturelle. Et ça se traduit évidemment par l'inscription voilà, de cet accès aux activités culturelles dans tout un tas de textes, et notamment pour ce qui nous concerne sur l'administration pénitentiaire, le code pénitentiaire, qui voilà, précise bien que cet accès est garanti. Et ensuite, on s'appuie vraiment sur cette sorte de voilà, ces grandes ambitions, ces grands axes pour ensuite développer une formation qui est pluridisciplinaire, qui doit vraiment s'attacher à tous les champs. Et donc c'est dans ce cadre-là aussi qu'on intègre évidemment la question de l'écriture. Et on confie donc cette mission au niveau local au SPIP, comme je le disais précédemment. Voilà, ils sont chargés d'identifier des partenaires à la fois au niveau local, et on peut les soutenir au niveau régional, voire national, pour mettre en place ces partenariats. Évidemment, quand on parle d'écriture, et je parle aussi de lecture, ce qui peut paraître très évident, et du coup ça se fait beaucoup au niveau local, c'est de travailler aussi en lien avec l'éducation nationale qui est présent au sein de tous les établissements. Et on a une articulation comme ça entre les activités proposées par le SPIP, par l'éducation nationale, et en lien avec tout un tas de partenaires, et notamment ceux qui sont positionnés sur la question des bibliothèques, qui est le seul espace culturel en détention, en tout cas de manière harmonisée sur l'ensemble des établissements, et qui est aussi un lieu qui favorise, par exemple, les activités liées à l'écriture. Très bien, merci Georgine pour ces premières précisions. Pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant sur les activités d'ateliers d'écriture créative qui nous intéressent plus particulièrement, est-ce que tu peux nous dire, selon toi, à quels enjeux spécifiques des personnes placées sous main de justice ça peut répondre? Oui, alors l'écriture, on la voit vraiment comme un outil à la fois d'émancipation, d'expression aussi de ses émotions. C'est aussi un travail de revalorisation. En fait, à travers ces activités-là, on va travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi. Il y a aussi un enjeu qui est important et qui paraît peut-être pas évident au premier abord en parlant d'écriture, qui peut paraître être une pratique assez individuelle et assez intime. Mais c'est en fait des espaces aussi de sociabilisation, puisque nos actions sont des actions collectives. Voilà, on est en présence pour les ateliers d'écriture créative d'intervenants qui viennent de l'extérieur et qui du coup apportent aussi un cadre, des règles. Et donc cet ensemble aussi voilà, d'enjeux, eh bien on va aussi pouvoir du coup développer des compétences qui sont à la fois des savoir-être et des savoir-faire, et qui vont être des outils à la disposition des personnes détenues pour ensuite se réinsérer dans tous les champs
voilà, notamment, voilà, savoir écrire, savoir se présenter à l'écrit. On peut tout à fait le réutiliser, je dirais, dans un cadre d'insertion professionnelle, par exemple. Donc, l'idée, c'est aussi vraiment d'articuler et de se dire que, voilà, même un atelier d'écriture créative, qui a un intérêt évidemment en lui-même, mais pour nous, il y a aussi un enjeu plus large autour de l'insertion et du coup de la prévention de la récidive. Super, c'est très clair. Merci à toi. Et alors, je vais poser une question volontairement, je ne sais pas si on peut dire provocatrice, mais en tout cas, on pourrait se dire comme ça, bon, pour écrire, pour faire de l'écriture, il suffit d'une feuille, d'un stylo, ce qui est vrai, objectivement. Donc, on pourrait se dire que c'est accessible à tous les détenus, à toutes les personnes placées sous main de justice très facilement. Du coup, pourquoi faire appel à des intervenants extérieurs et professionnels pour mener ces ateliers? Alors, déjà, je dirais qu'un élément de réponse, c'est de dire que pour beaucoup de personnes détenues, évidemment pas toutes, mais par exemple, quand on regarde les chiffres sur la question de l'illettrisme ou du parcours scolaire, c'est souvent des personnes qui ont pu avoir des parcours scolaires assez chaotiques dans leur jeunesse, avant l'incarcération, etc. Un parcours qui n'a pas forcément abouti. Et du coup, proposer des ateliers d'écriture créative, je dirais que c'est aussi leur permettre de renouer en fait avec cette pratique-là, de la redécouvrir et dans un cadre du coup qui n'est pas tout à fait scolaire, qui a parfois pu être vécu de manière, je dirais, assez rigide, même si évidemment que nos enseignants dans l'administration pénitentiaire font tout aussi pour rassurer les personnes et les élèves en fait qu'ils accueillent. Mais faire appel à des intervenants en écriture créative, voilà, c'est aussi travailler un peu autrement cette pratique-là. C'est leur proposer, c'est déjà une rencontre humaine tout simplement, c'est une rencontre artistique aussi, selon où on emmène aussi l'atelier, quelle est son ambition. Et c'est aussi créer, préserver un cadre, puisqu'en fait, comme tu le disais, on pourrait se dire qu'on leur donne un papier, un stylo, et puis après tout, ils peuvent tout à fait écrire dans leur cellule, mais il faut aussi se dire que, alors, notamment dans les maisons d'arrêt, on est rarement seul en cellule, donc on partage un petit espace avec une voire deux personnes, et ça n'offre pas forcément la disponibilité qu'il faut pour se lancer dans l'écriture. Et donc, proposer une activité qui se passe dans un espace collectif, dans des salles d'activité, et ben rien que ça déjà, on sort de la cellule et donc on ouvre déjà un autre horizon physique. Et si en plus on a une personne qui est là pour encadrer, qui vient de l'extérieur, c'est encore voilà une condition aussi qui permet de développer ensuite la créativité dans le cadre de l'atelier. Super, merci. C'est vrai qu'en résumé, l'idée, c'est de créer les conditions les plus favorables possibles pour que cette créativité se libère. Et c'est vrai que nous, au Labo d'Histoire, en tout cas, on défend le fait que quand on confie ça à des professionnels de l'écriture créative qui en ont l'habitude et qui ont aussi leur univers artistique avec lequel ils viennent, ça permet aussi de débloquer face à la feuille blanche. D'une part parce qu'il y a de la méthodologie, mais aussi parce qu'il y a une rencontre artistique humaine qui se crée. Et ça, c'est effectivement des ingrédients de réussite de la mise en place d'actions d'écriture créative qui peuvent ensuite d'ailleurs se poursuivre de manière individualisée par les participants en cellule. L'un n'empêche pas l'autre, bien au contraire. Maintenant qu'on a parlé de ces enjeux, je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'on plonge plus concrètement dans les coulisses d'un atelier d'écriture créative en milieu carcéral et de montrer, en tout cas de décrire à quoi cela peut ressembler. Notamment pour celles et ceux qui n'y sont jamais intervenus. Je crois que dans les participants de la visio de ce jour, il y a pas mal d'intervenants artistiques. Alors, je ne sais pas si tous ont déjà mis les pieds dans un centre pénitentiaire. Mais en tout cas, nous, on va vous parler de ça juste après. Alors, au-delà des questions sécuritaires évidentes, hein, Georgine, qui sont d'ailleurs généralement précisées, rappelées par les coordinatrices culturelles et qui peuvent aussi varier d'un établissement à un autre, d'un moment à un autre, à quoi faut-il s'attendre en termes de conditions de réalisation d'un atelier en milieu carcéral? Alors d'abord, il faut, c'est des projets qui s'anticipent. Alors évidemment, comme
comme tout projet et toute intervention auprès d'un public. Mais c'est vrai qu'on a des conditions très, très spécifiques. Et en amont de la venue au sein de l'établissement, évidemment, il faut se dire que rien ne peut être improvisé, en tout cas du côté de l'intervenant. Donc évidemment, quand on choisit l'intervenant, il ne peut pas y avoir de remplacement de dernière minute. Si on veut faire entrer du matériel, il faut que ce soit validé en amont. Alors, a priori, sur des projets d'écriture, c'est pas ce qui paraît le plus compliqué, mais voilà, c'est une règle quand même générale. Le jour J, évidemment, on se doit d'être ponctuel, même si, évidemment, il faut aussi être patient et que la ponctualité de la part des intervenants n'empêche pas, par contre, que du côté de l'établissement, il peut se passer plein de choses en dernière minute qu'on ne contrôle pas tout à fait. En termes de mouvement, c'est-à-dire le déplacement des personnes détenues au sein de la détention, puisque en maison d'arrêt notamment, les personnes sont dans leur cellule et il faut qu'un surveillant ouvre la porte de leur cellule pour qu'elles puissent accéder aux espaces d'activité. Et puis, il peut y avoir des blocages pour des raisons très, très différentes. Donc ça, il faut aussi l'avoir en tête et l'anticiper. Évidemment, dans le cadre des ateliers et en détention, on n'a pas d'accès à Internet, par exemple. Donc, on ne pourra pas, par exemple, pendant l'atelier, se dire ah oui, tiens, je parle de telle ou telle référence, je veux vous montrer telle chose. Tout ça, c'est pareil, il faut l'avoir prévu en amont parce que ça ne pourra pas se faire sur le temps de l'atelier lui-même. Les espaces aussi où se déroulent les ateliers, alors ils sont différents selon les établissements. Évidemment, si vous intervenez en bibliothèque, c'est plutôt un espace assez sympa, qui est assez propice aussi et qui est une des conditions aussi, je pense, pour que toute la créativité se développe. Mais on peut avoir aussi parfois des salles d'activité qui sont pas toujours très spacieuses, pas très chaleureuses, pas forcément très accueillantes. Et on sait aussi que c'est des choses, c'est des petites choses, mais qui cumulées sont évidemment importantes. Et puis, en termes de temps aussi, on peut avoir par exemple prévu, et on l'a bien discuté en amont avec la personne référente, coordinateur culturel par exemple, on se dit qu'on a 2 heures d'atelier et puis ça peut commencer un petit peu en retard, ça peut se finir un peu plus tôt. Bon, voilà. Là, c'est le moment où j'ai découragé tout le monde, mais c'est plutôt pour que ça paraisse aussi assez concret et il vaut mieux, je pense, avoir ce cadre-là en tête avant d'intervenir. Après, bien sûr, ce qui se passe dans le cadre des ateliers, de manière générale, une fois que tout le monde est là, les intervenants et les personnes détenues, c'est souvent des très beaux moments et assez forts. Mais il faut avoir en tête aussi quand même toutes ces conditions et toute cette anticipation. Oui, tout à fait. C'est certain que tout ça, il vaut mieux l'avoir en tête et s'y préparer quand c'est la première fois qu'on intervient. De toute façon, l'adaptabilité est la règle, mais on y reviendra un peu plus tard. Je me permets de rajouter que quand on n'est pas dans le cadre confortable d'une bibliothèque en centre pénitentiaire, effectivement, on peut se retrouver dans des salles parfois un peu exiguës, bruyantes, qui résonnent. Ça fait aussi partie, je ne sais pas si vous me parlez du charme, mais des réalités des actions dans ce contexte d'intervention-là. J'ajoute également que, pour l'avoir déjà vécu, du fait des blocages que tu détaillais un peu plus tôt avec les difficultés de circulation, on peut parfois être bloqué en tant qu'intervenant pour accéder à la salle où va se passer l'atelier, mais aussi donc quand les participants à l'atelier peuvent arriver parfois au compte-gouttes. Donc c'est vrai que des fois, on lance son atelier avec 2-3 personnes et puis en fait les autres arrivent parce qu'ils sont d'autres étages et qu'en fait ça met plus de temps pour eux de leur donner accès au lieu où se passe l'atelier, etc. Donc tout ça, c'est des petits éléments qu'il vaut mieux avoir en tête avant d'intervenir parce qu'on pourra mieux s'y adapter si on sait que ça peut arriver. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses à ce sujet ou si on passe à la suite. Pareil, complet. Très bien. Un autre point qui, je pense, va intéresser les personnes présentes ici aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment et par qui sont généralement composés les groupes de participants et notamment nous dire si ces derniers sont généralement volontaires pour participer ou pas? Alors, en effet, la première chose à savoir, c'est que le programme des activités
culturel, mais pour d'autres activités, ça fonctionne de la même manière. Mais c'est la base du volontariat. Contrairement, par exemple, à, je sais pas, quand on intervient auprès d'un public scolaire où on a à la fois un public très captif, mais qui parfois n'a pas tout à fait choisi d'avoir un intervenant et un atelier d'écriture le jour où il vient en classe. Donc, c'est vraiment sur la base du volontariat. Il faut savoir aussi que la communication de ce programme-là, donc il est fait en détention, souvent par voie d'affichage par les coordinateurs culturels qui se chargent de la programmation culturelle en établissement. Les personnes s'inscrivent alors par courrier, puisque tout passe par l'écrit en fait en détention. Et donc à partir de cette liste constituée, alors il faut aussi savoir qu'on a souvent évidemment plus de demandes que d'offres, même si on a une offre qui est quand même assez importante. Mais on a beaucoup de personnes incarcérées et donc beaucoup de demandes sur toutes ces activités-là. Et donc il y a quand même un filtre qui est fait à la fois par le SPIP et à la fois par la détention. Et qui va prendre en compte à la fois le comportement évidemment de la personne, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est des actions qui sont collectives, donc il faut aussi être en capacité d'être avec un groupe, d'être avec des intervenants extérieurs qui ne sont pas là pour jouer un rôle d'autorité, en sachant que bien souvent il n'y a pas de personnel de surveillance ou de personnel SPIP qui est là présent pendant toute la durée de l'atelier. Ça peut être le cas, par exemple, pour une toute première intervention, bien sûr, les intervenants ne sont pas lâchés dans la nature, mais ensuite, sur je sais pas moi, un projet qui va durer 10 séances, il y aura la majorité des séances sur lesquelles les intervenants sont seuls avec le groupe. Ça se passe très bien dans la 99,9% des cas. C'est important de le dire, mais c'est aussi quelque chose à avoir en tête. Et donc voilà, il y a ce filtre fait par le SPIP et la détention. Ce qui peut parfois aussi être fait, c'est ce qu'on appelle des orientations de la part du SPIP et notamment des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui, eux, donc, sont en charge vraiment du suivi d'un certain nombre de personnes détenues et qui, du coup, connaissent bien aussi ces personnes-là et qui peuvent parfois se faire le relais auprès, par exemple, du coordinateur culturel, d'un intérêt ou d'un besoin identifié aussi de la part du SPIP en disant telle personne, je pense que cette activité lui ferait du bien pour telle ou telle raison. Et du coup, ça peut du coup donner lieu à une inscription aussi sur l'activité en question. Et pour compléter aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut aussi parfois s'attendre à ce que toutes les personnes n'arrivent pas forcément à l'heure, mais parfois qu'on n'ait pas toujours le même groupe constitué, même si évidemment, par exemple, ça fait aussi partie du rôle du SPIP quand on a un groupe de personnes qui s'inscrivent et quand c'est notamment un projet sur un temps assez long, en tout cas avec plusieurs séances, de redire aussi aux personnes détenues que c'est un engagement aussi de leur part. C'est aussi ça qu'on travaille dans le cadre de ces projets-là. Et que le plus possible, évidemment, s'il n'y a pas des choses qui viennent interférer et qui ne sont pas dépendants d'eux, mais que c'est important aussi de s'engager et de venir sur l'ensemble des séances. Après, il peut y avoir pour différentes raisons, un rendez-vous au parloir, un rendez-vous avec son avocat, une extraction médicale, voilà, plein de raisons différentes, mais qui font que parfois, si on part avec un groupe de 10, par exemple, on n'est pas tout à fait sûr d'avoir toujours le même groupe ou pas avoir toujours ce groupe de 10 personnes. Très bien. Et alors, petite question, est-ce que c'est un mythe ou une réalité que participer à des activités culturelles permettrait d'avoir des réductions de peine quand on est détenu ? Alors, je dirais plutôt mythe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'automatisme en la matière, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on participe à une activité que ça donnera automatiquement une réduction de peine. Parfois, je sais que c'est ce que les intervenants peuvent entendre, par exemple, une personne détenue qui dit moi je me suis inscrite pour avoir des réductions de peine. Non, c'est pas tout à fait vrai. Par contre, ça va rentrer, disons, dans le cadre global, évidemment, de l'évaluation et du suivi qu'on fait de la personne. C'est-à-dire qu'une personne
qui s'inscrit à des activités, qui participe, qui investit aussi son temps de détention, évidemment, tout ça, ça compte dans le cadre de son suivi. Si, par exemple, la personne demande un aménagement de peine, tout ça, c'est des choses qui vont être étudiées, mais dans leur ensemble. Il n'y a pas du tout d'automatisme. Après, il faut préciser aussi qu'il y a certains partenaires, certains intervenants qui délivrent des attestations de participation aux activités et qui du coup sont transmises aux personnes détenues et qu'elles peuvent verser à leur dossier. Et c'est une preuve, une trace qui peut aussi leur être utile aussi dans leurs échanges avec les autorités judiciaires, par exemple. Il y a différents intervenants qui le font. Même nous, au niveau, par exemple, sur un projet comme, alors c'est pas de l'écriture, c'est de la lecture, mais sur le prix Goncourt des détenus, depuis, ça se faisait pas sur les premières éditions, mais depuis un an aussi pour marquer aussi cet investissement-là, parce que c'est ça aussi qui est important. Il y a un courrier signé à la fois du directeur de l'administration pénitentiaire et de la présidente du Centre national du livre, qui est le partenaire principal sur ce projet, et qui est transmis à l'ensemble des personnes détenues qui constituent le jury et qui participent au projet. Donc, ça compte, mais pas de manière automatique. C'est très clair. Merci pour cette précision et de remettre la réalité dans les oreilles de tout le monde. Pour revenir sur l'écriture créative, est-ce que on peut faire écrire sur tous les sujets ou bien y en a-t-il à éviter dans ce contexte très particulier-là? Alors, c'est une bonne question et je comprends que ça puisse susciter en effet des interrogations. D'abord, il faut dire que voilà, toujours dans ce contexte de nous, la culture, c'est un vecteur de prévention de la récidive, de réinsertion. Si on fait aussi intervenir des partenaires extérieurs, c'est aussi pour ouvrir des horizons et donc proposer, notamment dans le cadre d'ateliers d'écriture, peut-être des sujets qui vont sortir du quotidien propre, évidemment, de la détention. Et on va favoriser aussi un esprit d'ouverture, un esprit critique sur tout un tas de sujets. Ce qui n'empêche qu'on peut tout à fait travailler sur des sujets liés au quotidien des personnes détenues, puisque, par exemple, si le prisme de l'atelier d'écriture, c'est de travailler, je ne sais pas moi, sur le portrait, l'autoportrait, sur une écriture intime, évidemment, on ne peut pas faire sans le fait que la personne aura envie d'écrire sur son parcours, sur sa vie, sur son quotidien et donc la détention. Et en soi, il n'y a pas de difficulté avec ça. Évidemment, il y a tout un tas de principes qui s'appliquent, mais comme je pense tout contexte d'intervention, c'est-à-dire d'être dans le respect d'un cadre, de ne pas être évidemment insultant ni pour l'administration pénitentiaire, évidemment, mais ni pour qui que ce soit et n'importe quelle institution que ce soit. Donc, c'est des principes, je dirais, un peu de base et il n'y a pas de. Et en soi, tout est possible. Et je pense que pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension, notamment de la part des participants, c'est aussi le rôle du SPIP qui le relaie aux intervenants et qui peuvent aussi le relayer auprès des participants aux ateliers, de bien expliquer le cadre et ce qui fait, ce qui ne se fait pas. De toute façon, on sait que qui dit atelier d'écriture dit qu'il y a aussi un cadre, des contraintes, mais qui peuvent être tout à fait propices à la créativité. Donc voilà. Après, ce qui est important de savoir aussi, c'est que par contre, toute diffusion, toute volonté de valoriser, de diffuser à l'extérieur, donc hors de l'établissement, des textes qui auront été produits dans ce cadre-là, par contre, fait l'objet d'une relecture et d'une validation de l'administration pénitentiaire. C'est pas une relecture qui est complètement subjective. Alors, c'est d'abord, pour préciser, une relecture à la fois au niveau local du SPIP et de l'établissement, et c'est ensuite une validation qui est donnée au niveau régional, si ça a une vocation à être diffusé à une échelle régionale. Et en fait, on prend en compte des questions alors
qui sont assez sensées, hein, mais c'est la question, par exemple, de la protection des victimes, la question de bien prévenir aussi la réinsertion des personnes détenues et qu'elles ne mettent pas, entre guillemets, en danger leur chance de réinsertion par un écrit qui serait compliqué à défendre à l'extérieur, et notamment si elles sont identifiées dans cet écrit-là. Donc, c'est des choses qui relèvent du bon sens. Mais en effet, il faut avoir ça aussi en tête quand on intervient et quand on veut valoriser aussi ce problème. Super, merci. Comme je vois que l'heure tourne et qu'on a encore une troisième partie qui nous attend, est-ce que tu peux nous dire rapidement quelles sont les qualités requises selon toi pour intervenir en milieu carcéral? Alors, je pense qu'on l'a un peu dit, ou en tout cas que c'était un peu sous-entendu dans ce qu'on s'est dit là. Je pense que c'est la capacité à s'adapter et la patience aussi face aux imprévus qui sont nombreux en détention. C'est aussi le respect des règles et du cadre qui est imposé forcément par l'administration pénitentiaire, même si on sait que parfois ça peut paraître peut-être un peu frustrant. Et c'est aussi le respect de la confidentialité, notamment lorsqu'on intervient, on ne sait pas pourquoi les personnes qui participent à nos ateliers sont incarcérées, et c'est vraiment une règle importante. On n'est pas là pour en échanger. Évidemment, les personnes détenues d'elles-mêmes peuvent dire à l'intervenant pourquoi elles sont là, mais c'est en tout cas pas une question à leur poser, et c'est pas le but, c'est pas le sens de ces ateliers-là. Très bien, merci. Je propose qu'on passe, maintenant qu'on a parlé des éléments qui composent un atelier d'écriture, de l'impact de ces ateliers, en tout cas des effets qu'on recherche et qu'on observe. Est-ce que, pour commencer, Georgine, tu aurais peut-être un exemple un peu concret à nous donner, une trajectoire que tu as pu observer, un participant qui aurait, suite à un atelier d'écriture créative, eu envie de poursuivre soit l'écriture, ou du moins à qui ça aurait ouvert des portes concrètes vers une pratique artistique peut-être? Alors, j'ai pas d'exemple très concret, en tout cas de personnes que je connais, mais il arrive. Alors après, il faut répéter que ça reste dans un cadre assez exceptionnel, hein. Ces ateliers-là n'ont pas pour vocation forcément d'en faire devenir des auteurs à leur sortie, mais en tout cas des personnes qui ont découvert ou redécouvert la pratique de l'écriture et qui ont continué après leur incarcération, parfois qui en ont fait leur métier et qui ensuite nous sollicitent pour réintervenir auprès d'autres personnes détenues. Ça, oui, on a quelques exemples, et c'est assez fort. On a par exemple, dans un établissement francilien, je sais qu'une personne détenue qui était très assidue sur des ateliers menés par une librairie partenaire, aujourd'hui occupe un poste dans cette librairie-là et est accompagnée au titre de son insertion professionnelle. Donc, il y a quand même quelques exemples. Et on peut aussi, je peux aussi vous dire qu'en fait, on a des quartiers qu'on appelle les modules de respect, qui sont des quartiers un petit peu particuliers au sein de certains établissements, où il y a une sorte d'autonomie avec un régime de porte ouverte la journée. Et c'est un principe de responsabilisation aussi des personnes qui y sont hébergées et qui peuvent elles-mêmes force de proposition, notamment dans des activités. Et dans ce cadre-là, c'est arrivé d'avoir des personnes qui sollicitent le fait d'elles-mêmes monter, ou en tout cas de se faire accompagner par un intervenant sur de l'écriture. Très bien, peut-être pour illustrer tout ce que tu viens de dire, je vais me permettre de lire un petit extrait d'un courrier, d'un discours finalement qui a été prononcé par un participant à un de nos précédents projets, sachant que c'était une action tout à fait spontanée de sa part, c'est-à-dire que lors de la restitution, il a souhaité prendre la parole et il a sorti son petit courrier qu'il avait écrit, et il nous a dit que pour lui ça avait été une aventure enrichissante et palpitante. Cette expérience m'a permis d'accomplir un projet en tant qu'amateur dans un domaine inexploré, ce qui m'a fait sortir de la routine carcérale. J'encourage tous les autres détenus à participer autant qu'ils le peuvent à ce genre d'activité. Voilà, c'était juste pour illustrer ce que tu viens de dire. En tout cas, je me rappelle que ça nous avait beaucoup touché de le voir prendre la plume pour mettre des mots sur cette expérience vécue, sachant qu'encore une fois, ce n'était pas une demande de notre part. Et souvent, on a dans ces rencontres humaines-là beaucoup de reconnaissance suite à nos interventions. Et peut-être pour contrebalancer
contrebalancer ce qu'on a dit un peu plus tôt sur le contexte qui est parfois un peu âpre. C'est important aussi de se dire qu'on reçoit aussi beaucoup des personnes qui participent à nos ateliers. Plus largement que ces cas individuels, même si on l'a déjà un petit peu dit précédemment, comment on pourrait résumer ce qu'on cherche généralement à apporter aux participants à travers un projet d'écriture créative en milieu carcéral? Je dirais que c'est d'avoir faire vivre une expérience collective qui permet une découverte et une valorisation de sa propre créativité et du coup de ses capacités. Et ça, le travail sur l'estime de soi est très important à cet endroit-là. On crée du lien aussi parce qu'on est avec d'autres personnes, parce qu'on est avec des intervenants extérieurs et on lutte de ce fait contre l'effet désocialisant de l'incarcération. Et puis, on peut aussi parfois donner des outils pour réfléchir à des sujets de société ou sur soi-même. Et ça peut aussi donner envie, je dirais, d'aller vers d'autres pratiques culturelles, que ce soit l'écriture et peut-être même d'autres. Très bien. Et pour terminer cette discussion, avant de prendre les questions des participants, peut-être ouvrir un peu sur de la prospective. Comment tu penses qu'on pourrait faire pour améliorer à la fois la visibilité des ateliers d'écriture créative ou de la pratique d'écriture créative en milieu carcéral, ou en tout cas en favoriser l'accès? Est-ce que tu vois des pistes d'action concrètes? Alors déjà dans le cadre des projets qui sont menés, on peut proposer des traces finalement très concrètes de ces ateliers-là puisque évidemment sous réserve de la validation de l'administration pénitentiaire comme je le disais tout à l'heure, mais on peut proposer un recueil de textes, éditer, le publier aussi à l'extérieur et ça c'est aussi des temps de valorisation et on sait que c'est aussi très très souhaité par les partenaires eux-mêmes, pour valoriser aussi leurs actions et puis ce qui aurait été fait en détention et qui peut paraître parfois très 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 discret, en tout cas parfois dans un contexte où c'est pas ça qu'on met en avant sur toutes les actualités liées à l'administration pénitentiaire. Il faut dire aussi que pour les personnes détenues, c'est aussi une expérience qu'ils peuvent partager différemment, alors à la fois avec les personnes, leurs codétenus, avec les personnels aussi. C'est parfois une manière de bouger un tout petit peu la perception qu'ils ont les uns des autres. Et puis c'est aussi, on peut en parler sur un temps de parloir avec ses proches aussi. Et du coup, on parle d'autres choses et on se détache un peu aussi de la vie carcérale à proprement parler. Et puis je crois qu'il faut aussi qu'on compte sur tous nos partenaires aussi, qui ont parfois une portée aussi à l'extérieur, avec d'autres partenaires, avec des moments comme on le fait aujourd'hui aussi pour rendre visible tout ce qui est mené et inviter d'autres à le faire. Super. Je propose qu'on passe au temps de questions. Alors, je ne sais pas si on pourra toutes les traiter parce qu'il y en a eu un certain nombre, mais en tout cas, je vais en transmettre certaines qui nous ont été écrites sur le chat, notamment une qui concerne plutôt les profils d'animateurs, animatrices d'ateliers. Georgine, tout à l'heure, tu parlais de professionnels, enfin c'est moi qui parlais de professionnels. Est-ce que tu penses qu'il faut, au-delà de l'expérience, des diplômes ou pas forcément pour animer ces ateliers-là? Alors, on a en effet principalement des professionnels qui interviennent et ça, encore une fois, ça découle aussi des politiques dont je parlais au début, des protocoles entre les deux ministères où l'idée, c'est évidemment de faire appel aussi à des partenaires professionnels parce que je ne l'ai pas dit, mais la question de montrer que le secteur culturel dans sa globalité aussi, c'est des métiers et donc c'est des secteurs professionnels, ça c'est important aussi. Après, on a évidemment beaucoup d'intervenants bénévoles, notamment je pense aux associations qui gèrent les bibliothèques en établissement. Nous, en Île-de-France, on en a 3. Et on a évidemment des équipes salariées et parfois des bibliothèques professionnelles, mais ils ont aussi, ils forment
des bénévoles qui ensuite peuvent tout à fait mener des ateliers d'écriture. Très bien. Une question qui est pas mal revenue, c'est qui contacter si on veut animer des ateliers d'écriture créative en milieu carcéral. Donc, je vais commencer à répondre pour ce qui est du Labo des histoires et je te laisserai ensuite compléter, Georgine, si tu as d'autres suggestions à faire. Donc, pour le Labo d'histoire, sachez qu'on est implanté dans plusieurs départements, mais pas partout en France, en tout cas pas aujourd'hui. Donc, s'il y a une antenne du Labo d'histoire dans votre territoire, vous pouvez bien sûr vous rapprocher de nous pour éventuellement devenir intervenant pour le Labo des histoires. À noter que nous, nos intervenants interviennent dans tous les domaines d'intervention où on va et on ne fait pas que du milieu carcéral, même si on a parlé beaucoup de ça aujourd'hui. Donc, généralement, les personnes qui travaillent avec nous pour la première fois, ça ne se passe pas dans le milieu carcéral parce qu'on commence des collaborations dans des contextes, on va dire, plus simples. Et ensuite, selon les opportunités et les profils, on peut être amené à vous faire travailler dans ce milieu-là, mais c'est ni automatique, ni le plus fréquent. Est-ce que, Georgine, pour les personnes qui voudraient intervenir, tu as des suggestions qui pourraient se rapprocher au niveau peut-être du monde pénitentiaire, s'il y a des personnes à contacter? Comme je disais un peu plus tôt, donc les personnes pour nous, en tout cas principalement référentes sur le sujet culturel, ce sont les coordinateurs culturels. Donc c'est ces personnes-là qu'il faut contacter en premier lieu. Ça peut être moi également. Voilà, en tout cas, nous, ça nous arrive. Et voilà, que ce soit des personnes qui sont déjà aguerries sur ce genre d'intervention, mais qui interviennent aussi pour la première fois. Nous, notre rôle, c'est de s'assurer voilà, que le cadre est bien compris, d'avoir des personnes, qu'elles soient professionnelles ou non, mais qui ont en tout cas une expertise quand même à proposer voilà, sur le cadre de leur intervention. Et ensuite, on accompagne évidemment et on oriente. Voilà, si par exemple ça passe par moi, je peux orienter voilà, en fonction de la programmation de tel ou tel établissement où je sais qu'il y a un besoin, une envie. Voilà, moi je peux solliciter aussi les coordinateurs culturels si la proposition me semble intéressante. Et ensuite, selon les envies de chacun, évidemment, ensuite ils prennent contact et puis ils montent un projet ensemble. Très bien. Et je permets de remonter le message qui a été mis par Marina sur le chat, puisqu'il y a le lien vers le site Lecture Justice qui a été mis, qui est effectivement une ressource très intéressante, notamment pour les contacts région par région. Donc, n'hésitez pas à contacter ce site si vous ne le connaissez pas encore. Très riche en informations. Je vais prendre une dernière question parce que je vois que l'heure tourne. Est-il important de faire un compte-rendu de l'atelier, que ce soit pour le SPIP ou pour les participants? Et si oui, sous quelle forme? Alors oui, je pense que c'est des choses qui sont intéressantes et qui sont importantes d'avoir ce retour, encore une fois, parce que comme je le disais, parfois les intervenants sont seuls avec le groupe de participants et donc c'est toujours bien d'avoir un retour, un petit bilan, même d'étape à transmettre aussi au SPIP. Alors après, il y a dans certains établissements, il y a déjà des référents qui formalisent et qui ont prévu des sortes de petits questionnaires ou voilà, des traces aussi écrites de ce qui se sera passé. Ça peut être des temps juste d'échange de vive voix aussi. Et puis évidemment, à la fin de l'action, faire un bilan. C'est toujours que ce soit à l'écrit, à l'oral, c'est toujours important. Et que ce soit avec les professionnels, les personnels ou que ce soit bien sûr avec les groupes de participants. Tout à fait. Et puis, peut-être pour rebondir, quand il y a des difficultés en atelier, évidemment que les coordinateurs, coordinatrices culturelles sont nos interlocuteurs clés et c'est bien entendu à elles et eux qu'il faut remonter les différents sujets qui se posent le cas échéant, mais ça, généralement, on est bien informé là-dessus. J'avais dit que c'était la dernière question, mais je pense qu'il y a une question assez conjoncturelle qui est intéressante aussi à te poser, Georgine, depuis ton poste, est-ce que tu penses que les budgets culture-justice et les postes de coordinateur, coordinatrice culturelle devraient se maintenir à l'avenir ou est-ce que c'est des choses qui sont peut-être menacées au vu de l'actualité politique et budgétaire qu'on connaît? Alors en tout cas là je vais parler aussi à mon niveau, ce que je connais. Déjà pour l'instant, il y a évidemment aucune remise en cause sur la question des postes de coordinateurs culturels.
sur les budgets qui sont alloués aux actions culturelles. Très honnêtement, là pour nous, en tout cas, au niveau de l'Île-de-France, je ne me permettrai pas de parler au niveau national. Je ne connais pas ni les budgets du ministère, ni dans les autres régions. Mais en tout cas, nous, on maintient. Voilà, on maintient en termes budgétaires, on maintient aussi en termes d'activité, voilà, malgré le contexte qui n'a pas été simple ces derniers mois. Et on est aussi très soutenu évidemment par des partenaires comme la DRAC, par exemple, et qui, pareil, soutient aussi ces financements à l'endroit de nos actions communes. Très bien, merci pour ces paroles, au moins un peu, qui nous donnent un peu d'espoir pour poursuivre ce qu'on fait de chouette avec vous. Alors, ça va être temps de terminer cette visio, cette première édition des Échos du Labo. Merci déjà à toi, Georgine, d'avoir accepté de relever ce défi. C'était très intéressant de t'entendre sur ces différents sujets. Merci à tous et toutes d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. Je vous annonce d'ores et déjà et en avant-première le prochain rendez-vous qui sera finalement un peu une poursuite de ce dont on a discuté aujourd'hui, puisqu'on propose de vous retrouver le 11 juin prochain, donc même créneau horaire, donc 13h heure de Paris, pour évoquer sur la base d'une expérience, d'un projet qu'on a mené en Île-de-France depuis 2022 et jusqu'à l'an dernier, qui était un projet Kamishibai. Donc le Kamishibai, c'est ce que vous voyez en photo, donc un petit castelet de bois dans lequel défilent des images. Voilà, c'est un projet très chouette qu'on a orienté sur la restauration du lien parent-enfant dans le contexte carcéral. Donc, si ce sujet vous intéresse, notez bien cette date dans votre rendez-vous. On va vous faire parvenir un lien pour vous y inscrire en avant-première. Et sachant que les experts invités seront un ou des représentants du parloir père-enfant du centre pénitentiaire Oni-Pontoise. Donc, ce sera, je n'en doute pas, très intéressant de les entendre sur tous ces sujets. Vous allez également recevoir par mail un petit formulaire très court pour nous faire vos retours sur cette première édition des Échos du Labo. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous dire ce qui vous a plu, ce qu'on peut améliorer et ce que vous aimeriez entendre comme sujet ou thématique pour les prochains épisodes. Nous, on a plein d'idées, évidemment, mais le but, c'est que ça vous intéresse, vous, et que ça s'inspire, vous. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours d'expérience. Et merci à tout le monde et je vous dis au 11 juin